Bonjour à vous tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Mon nom est Robin Castonguay et je suis le responsable du comité santé, sécurité et bien-être de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec. Il me fait vraiment plaisir de vous partager les communications qui ont été réalisées lors d'une journée thématique sur l'enseignement des savoirs de prévention en formation professionnelle et sur la prise en charge de la santé et de la sécurité dans nos centres de formation professionnelle. Je vous souhaite un beau et un bon visionnement. Un ancien professeur au département d'éducation et de formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal depuis janvier 2022. Elle est titulaire d'un doctorat en formation des adultes obtenu en 2015 au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Sa thèse a porté sur l'accompagnement à la mise en mots des savoirs d'expérience dans le cadre des démarches de validation des acquis de l'expérience dans le contexte français. Elle a travaillé à la chaire de formation des adultes jusqu'en 2011 avant de rejoindre le laboratoire RIFT, Recherche, d'intervention, formation au travail du secteur formation des adultes de la Faculté d'éducation de l'Université de Genève en Suisse pendant 10 ans. Ces recherches portent sur la thématique expérience, santé et formation, et à partir d'une approche en interface de l'analyse ergonomique de l'activité et de la didactique professionnelle. Mme Lemery s'intéresse aux questions de formalisation, reconnaissance, développement et partage des savoirs d'expérience pour concevoir des environnements de travail ou d'apprentissage capacités. Bonjour les filles, bonjour à tous, à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est ma première conférence qui s'adresse finalement aux personnes dont sont destinés mes travaux de recherche depuis que je suis arrivée ici au Québec, donc j'en suis d'autant plus honorée. Puis que cette conférence s'adresse aussi spécifiquement à vous, enseignants de la formation professionnelle, mais aussi les directeurs, les gestionnaires. Je ne sais pas si on a des conseillers pédagogiques aujourd'hui aussi, je ne sais pas. En tout cas, un grand merci. Je renouvelle mes remerciements aussi au comité organisateur, puis spécifiquement à Robin qui m'a invité pour faire cette conférence. Donc, sans plus tarder, j'avais prévu une diapo pour me présenter, mais en fait, voilà, Robin a trouvé une description assez détaillée de ce que j'ai fait sur Internet, mais peut-être juste rajouter en fait que, effectivement, je suis rattachée au comité santé, sécurité au travail de l'Observatoire, puis plus récemment à une équipe de recherche interdisciplinaire, santé, genre, égalité, qui est dirigée par ma collègue Jessica Riel. Puis avec Jessica Riel et Myriam Bérubé ici, on fait une petite équipe et on fait vivre aussi une revue scientifique en libre accès. La revue PIST, c'est Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé. Donc je vous recommande vivement la lecture parce que donc elle est en libre accès. Peut-être préciser aussi que voilà, concernant mes domaines de recherche, c'est sûr que plus spécifiquement, là, ce qui nous réunit, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui a trait à la préparation à l'emploi, prévention des lésions professionnelles, et en lien avec ma thèse, là, qui portait sur la reconnaissance des acquis, c'est ça, les savoirs expérientiels qui sont liés à la capacité des personnes, des travailleurs, de se maintenir en santé. Tout ce qui a trait aussi à, on va dire, aux approches didactiques de l'apprentissage du métier, puis la transmission des savoir-faire de prudence dont nous allons parler dans quelques instants. Voilà. Tous ces thèmes font l'objet de mes enseignements dans le cadre du baccalauréat en enseignement de la formation professionnelle et technique à l'UQAM. Alors, cette rencontre aujourd'hui, comme je vous disais, elle revêt une importance particulière parce qu'elle s'inscrit dans un projet de recherche que j'ai le privilège de mener grâce au financement du FRQRC, le Fonds de recherche Société Culture, dans le cadre d'un programme ici au Québec, programme relève professorale, et ce pour les 2 prochaines années à partir d'aujourd'hui, la semaine dernière plus précisément. Et donc ce projet s'intitule « De la pratique d'un métier à son enseignement » en formation professionnelle, identifier, reconnaître, transmettre les savoir-faire de prudence pour la prévention des risques professionnels. Et donc, ça vise à apporter finalement une contribution à la manière dont on peut enseigner la santé, sécurité au travail en formation professionnelle. Alors,
un petit aperçu de la conférence. Donc, je vais vous présenter en fait les grands axes de cette recherche qui débute, parce que précisément, je suis aussi à la recherche de collaboration avec des enseignants de la formation professionnelle pour conduire cette recherche. Donc, c'est aussi un honneur pour moi là, de pouvoir m'adresser à vous, puis si vous êtes éventuellement intéressé, pouvoir qu'on puisse rentrer en contact. Puis aussi, donc, en mettant en lumière les défis que présente l'enseignement de la santé, sécurité au travail, puis les objectifs qu'on peut se fixer pour y répondre. Donc, on va plus spécifiquement explorer en fait tout ce qui relève des limites des approches traditionnelles de l'enseignement de la santé, sécurité au travail. Puis, je vais essayer de dresser une perspective plus originale, plus marginale, en fait, basée sur la valorisation des savoirs de prudence, justement. Alors, c'est quoi les savoirs de prudence? C'est précisément ces savoirs d'expérience en tant qu'enseignant que vous avez développés en exerçant le métier pour vous préserver, pour préserver votre santé, puis préserver la santé des autres. Donc, c'est précisément ça qui m'intéresse et que j'aimerais davantage intégrer dans l'enseignement de la santé sécurité au travail. Donc, en fait, je souhaite vraiment pouvoir souligner combien c'est essentiel de transmettre ces savoir-faire de prudence aux élèves pour les préparer aux situations de travail, aux risques qui vont être confrontés dans les milieux de travail. Puis, en fait, ces savoirs d'expérience, ils sont souvent méconnus, ils sont souvent peu valorisés. Myriam l'a dit, ils sont aussi difficiles parfois à conscientiser, à verbaliser, parce que ça fait partie du métier qu'on a exercé depuis longtemps. Puis parfois, on n'a pas soi-même conscience de la façon, des stratégies, de ce qu'on a inventé pour se préserver, préserver sa santé sur le long terme d'une carrière professionnelle. Donc, c'est précisément ces aspects-là qui m'intéressent et la façon dont on peut les transmettre aux élèves. Alors, pour se mettre à table, bien qu'on ait fini de manger, je vais commencer par le contexte général de cette recherche en vous présentant les enjeux qui sont liés en fait à la formation en santé sécurité au travail pour les jeunes travailleurs, puis souligner aussi l'importance de repenser ces approches traditionnelles d'enseignement pour mieux répondre aux besoins actuels. Alors, le contexte de la prévention des risques professionnels, aujourd'hui, c'est quand même une réalité assez préoccupante au Québec en ce qui concerne les jeunes travailleurs. Si on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les statistiques, le portrait lésionnel des jeunes travailleurs au Québec, qui est publié par la CNSST, notamment le dernier qui date de 2021. Mais là, il y en a eu un tout dernier, là, donc ils viennent tout juste de sortir, donc je ne l'ai pas regardé. Mais en tout cas, le précédent, qui faisait état de 2016 à 2021, mettait en avant que le nombre d'accidents du travail chez les travailleurs âgés de 15 à 24 ans avait augmenté de 12% sur la période 2016-2021, ce qui était une augmentation quand même relativement significative. Ça devrait nous alerter. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont particulièrement à risque d'être victimes d'une lésion professionnelle, puis ça souligne, elle l'a montré aussi Myriam, la vulnérabilité de cette population. Alors, en raison de leur manque d'expérience, en raison de leur manque de sensibilisation, on va dire, aux risques professionnels. Il y a aussi l'idée de se sentir intimidé au travail, se sentir pas forcément légitime concernant ses revendications de conditions de travail, etc. Trop timide pour exprimer ses préoccupations. En plus, ces jeunes sont souvent en fait exposés à des conditions de travail précaires, avec parfois des conditions d'emploi précaires, des conditions de travail difficiles, etc. Donc tout ça accroît en fait leur vulnérabilité, à la fois sur le volet des accidents du travail, mais aussi des maladies professionnelles sur le long terme, puisque l'exposition commence jeune. À côté de ça, il y a des études qui montrent en fait que la formation en santé sécurité au travail, quand elle est faite pendant la scolarité, elle joue un rôle crucial dans la réduction des accidents du travail. Et puis, on a des études comme ça qui montrent que, par exemple, des jeunes qui sont formés à la SST pendant leur scolarité, ça permet, c'est 2 fois moins d'accidents en fait, du travail que les autres salariés. Donc, c'est sûr que le développement de compétences en santé
et je dis des compétences en santé sécurité au travail, c'est sûr que le développement de compétences en santé sécurité au travail, c'est un levier qui est majeur pour réduire les accidents du travail, non seulement au moment de l'entrée dans le métier, mais aussi les maladies professionnelles. On en parle peu, mais finalement, les maladies professionnelles qui peuvent advenir beaucoup plus tard dans la carrière, mais dont l'exposition commence parfois dès la formation, dans le stage, en fait. Donc tout ça, c'est aussi un moyen de former en fait, les futures générations de travailleurs à mieux connaître leurs droits, leurs responsabilités, pour faire en sorte que ce soit vraiment des réels acteurs de la prévention. Alors, si on regarde un petit peu parmi les ordres d'enseignement, tous les ordres d'enseignement ont une responsabilité importante en matière d'enseignement de la santé et sécurité au travail, mais la formation professionnelle, je pense que vous occupez une place spécifique parce que vous préparez à l'exercice de métiers où les pénibilités sont parfois importantes, puis elles peuvent favoriser une usure prématurée. Donc, voilà, vraiment, je me situe sur le volet de la prévention des maladies professionnelles. Si on regarde concernant les démonstrations financières, on a abordé ça dans notre... et c'est sûr que c'est ce qui coûte le plus, moins que les accidents du travail. En fait, ce qu'on voit, c'est que malgré cette reconnaissance de la formation en santé-sécurité au travail, il y a encore tout plein de défis qui sont majeurs à relever. En fait, les approches traditionnelles de l'enseignement de la santé-sécurité au travail, elles sont souvent, normatives, applicatives, c'est-à-dire qu'elles se concentrent sur le respect des règles de sécurité. Alors, c'est nécessaire dans plein de domaines d'avoir des règles de sécurité, mais quand l'enseignement de la santé-sécurité au travail se réduit au respect des règles de sécurité et que ça ne favorise pas nécessairement en fait, une compréhension approfondie des risques professionnels ou le développement de compétences en prévention qui soient adaptées aux environnements de travail, c'est plutôt délétère. Dans de nombreux programmes, on a parlé des programmes ce matin, dans de nombreux programmes de formation, en fait, la santé-sécurité au travail, c'est souvent une compétence générale. Je pense qu'on pourrait en discuter à ce moment, après la conférence, mais c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une compétence particulière qui fait l'objet d'un apprentissage concret. Puis ça se limite souvent à des enseignements sur des connaissances, c'est-à-dire de la transmission d'informations sur la législation, sur les mesures de sécurité, sur le fameux, et ce qu'on trouve dans beaucoup de programmes, un respect des normes et des règles de SST, mais sans mettre finalement suffisamment l'accent sur les compétences pratiques qui sont nécessaires, non pas pour porter ces équipements de protection individuelle, je ne parle pas de ça, ce qui est important, mais pour savoir identifier et prévenir les risques professionnels qui sont spécifiques à chaque métier. Donc des compétences d'analyse des situations de travail et des compétences à savoir exprimer des mesures de prévention possibles, c'est-à-dire faire de vos élèves des acteurs de la prévention qui seraient capables d'intégrer des comités de santé sécurité au travail au terme de leur formation et donc s'impliquer dans la santé sécurité au travail de leur entreprise. Si ce n'est pas fait dans le cadre de vos formations, c'est fait nulle part, vous voyez ? Donc, dans ce contexte-là, notre recherche, elle intervient en fait avec pour l'objectif en fait de repenser, on va dire, l'enseignement de la santé sécurité au travail. Puis, moi, je suis convaincue que justement cette approche qui est centrée sur les savoir-faire de prudence, ça peut contribuer à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles chez les jeunes travailleurs. Alors, dans cette section-là, problématique, j'ai justement développé en fait tout ce qui a trait aux limites et aux défis actuels qui sont rencontrés dans l'enseignement de la santé et sécurité au travail, justement avec cette approche normative, applicative qui est assez dominante et les conséquences que ça a sur la compréhension des risques pour les élèves.
En fait, ce qu'on a vu, c'est que malgré l'importance de la formation en santé sécurité au travail pour les travailleurs, les approches traditionnelles de la santé sécurité au travail, elles ont des défis, des limites, que la forme d'enseignement la plus développée, c'est souvent des formations qui sont conçues indépendamment des caractéristiques des situations de travail. C'est-à-dire que c'est parfois décontextualisé, c'est-à-dire que on forme à des mesures, à des règles qui ont une valeur parfois universelle, puis ce n'est pas forcément lié à la tâche à accomplir. Alors en fait, ce qui ressort, c'est que c'est plutôt une approche comportementale, on va dire, avec une idée que ce qu'on vise, c'est plutôt une régulation individuelle du comportement de la personne à partir de l'application de règles. Donc on va le dire, corrige-toi, il y a cette règle, donc corrige ton comportement. Ça va? Donc en fait, dans de nombreux programmes, qu'est-ce que les élèves apprennent? Au mieux, ils apprennent à contrôler leur comportement, c'est-à-dire en respectant les règles de sécurité, sans forcément comprendre de manière approfondie les risques professionnels et les compétences qui sont nécessaires en fait pour y faire face, mais de manière proactive. En fait, ils ne savent pas comment faire pour analyser les risques en fonction de leurs déterminants, c'est-à-dire de leurs causes, puis proposer des moyens de prévention. Puis ça, précisément, sont des compétences en santé et sécurité au travail qui sont extrêmement précieuses parce que les règles de sécurité, elles ne font pas tout. Donc, il faut pouvoir leur donner ces outils d'analyse pour pouvoir qu'eux-mêmes puissent développer des moyens de prévention adéquats dans les milieux de travail, une situation à risque qu'ils rencontrent. Développer des stratégies de régulation à la fois individuelles, mais aussi collectives en milieu de travail. Donc, vous voyez, en fait, la formation en santé et sécurité au travail, c'est souvent le respect de règles de sécurité. Puis, ça s'intéresse peu au développement des compétences qui sont impliquées dans l'analyse des risques. Puis, finalement, la construction de la santé au travail. Alors ça, c'est important, ce glissement que je fais entre passer d'une logique de connaissances en santé et sécurité au travail, qu'est-ce qu'il faut avoir comme connaissances en santé et sécurité au travail, à une logique de compétences en santé et sécurité au travail. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas réduire la santé et sécurité au travail à une information à transmettre. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est des compétences qui sont intégrées aux compétences du métier. Donc, je vous disais, cette approche normative, comportementale, passive, en fait, on attend des élèves souvent qui connaissent les règles de sécurité, les normes de sécurité à appliquer, etc., mais sans nécessairement leur donner les outils pour comprendre et analyser les risques de manière critique. Donc, ces savoir-faire en SST, ces compétences, elles sont souvent occultées, de même que tout ce qui a trait, par exemple, à la controverse autour des règles de sécurité. On sait que les règles de sécurité, elles ne peuvent pas couvrir toute l'étendue de la variabilité des situations professionnelles auxquelles on est confronté. Donc, c'est important de pouvoir donner aux élèves la capacité de pouvoir avoir du recul aussi sur les règles, et pas seulement être des exécutants de ces règles de sécurité. En fait, tout est fait comme si l'exposé d'une règle de sécurité, ça suffisait à son usage. Puis, ce n'est pas forcément discuté, non seulement au regard de l'expérience de l'élève, mais aussi de l'expérience de l'enseignant qui est expert du métier. Et là, vous me voyez venir avec les savoir-faire de prudence, c'est précisément ça qui va m'intéresser. Parce qu'en fait, on sait bien que face au réel d'une situation de travail, en fait, les règles apprises, elles ne règlent pas tout, justement. Elles ne peuvent pas prétendre tout régler. Et que l'expérience que vous avez en tant qu'expert du métier vous a amené à connaître les limites aussi de ces règles-là.
je prône pas le fait de ne pas appliquer des règles, hein, mais on s'entend bien, hein, mais d'être en capacité de pouvoir les discuter, de pouvoir faire vivre la discussion autour des règles de métier. En fait, ce que ça donne comme panorama, en fait, c'est que on voit que tout ça repose finalement sur un modèle particulier de la personne au travail. C'est une personne qui applique, en fait. Ce n'est pas une personne qui comprend, en fait, c'est une personne qui applique. Donc, quand notre enseignement en santé, sécurité au travail, il est uniquement centré sur l'apprentissage de règles de sécurité, de mesures de protocole, etc., mais ça fait qu'on forme des exécutants. On ne forme pas des personnes qui sont capables de penser par eux-mêmes leur santé et sécurité au travail. Parce que quand ils arrivent en milieu de travail, on leur a demandé d'appliquer des règles. On ne leur a pas demandé d'identifier des situations à risque et de pouvoir formuler des moyens de prévention dans ces situations, de se donner la légitimité de le faire, etc. Donc, voyez l'enjeu. De plus, la littérature le montre, ces approches applicatives là, ou exécutantes de l'enseignement de la santé et sécurité au travail, c'est inefficace. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue d'enseigner la santé et sécurité au travail en formulant toutes ces règles, etc. Pourquoi on ne cherche pas autre chose? Puis c'est l'objet de ce projet aussi. En fait, vous voyez, c'est vraiment l'idée que quand les élèves sont formés avec cette approche un peu normative et comportementale, ils ont tendance à adopter une posture, une attitude un peu passive par rapport à leur sécurité. Puisqu'en fait, les règles sont pensées par d'autres et ils doivent les appliquer. Donc, ils ne développent pas nécessairement ces compétences pour identifier et prévenir. Vous voyez, je répète souvent la même chose là, mais c'est que ce qui est important pour moi, c'est que ce qui est à transmettre, c'est, certes, les règles, il y a des métiers pour lesquels les règles, elles sont vraiment importantes à connaître, mais ce qui est important de transmettre, c'est la capacité à identifier dans les situations de travail ce que sont les risques, puis comment on peut les prévenir. En fait, quand on est comme ça dans cette situation passive, on attend que d'autres signalent, on attend que d'autres identifient les risques et que d'autres formulent des moyens de prévention pour soi et pour ses collègues. Donc, on ne se met pas en tant qu'acteur. Moi, je trouve que l'enjeu en formation professionnelle, c'est que dès leur formation, ils soient formés à devenir des acteurs de la prévention. À savoir, c'est quoi le rôle que j'ai à jouer dans un comité de santé et sécurité au travail, comment je sais identifier des risques, je sais formuler des moyens de prévention, j'ai appris à le faire, j'ai le vocabulaire pour le faire, etc. Alors, en termes d'approche théorique, tout ça réfère à quoi? Ça articule deux champs théoriques, l'ergonomie de l'activité, puis la didactique professionnelle. Alors, peut-être si certains ont repris leurs études dans le cadre du baccalauréat en enseignement professionnel et technique, vous avez déjà peut-être entendu parler de ces courants de recherche disciplinaire. Ces deux approches, en fait, elles fournissent des outils conceptuels qui sont intéressants, d'une part pour comprendre et analyser les situations de travail. Donc, ça fournit toute une base conceptuelle et méthodologique pour apprendre à identifier des risques dans une situation de travail, mais aussi, la didactique professionnelle, concevoir des dispositifs de formation qui sont adaptés aux besoins des apprenants en matière de santé et sécurité au travail. L'ergonomie de l'activité, c'est quoi? Alors, on a souvent une conception très limitée de ce qu'est l'ergonomie, avec l'idée que ça sert à régler la bonne hauteur des chaises de bureau, mais c'est bien plus large. Puis, il y a cette idée qu'en ergonomie de l'activité, qu'on met l'accent sur le rôle actif des travailleurs dans la construction de leur santé au travail. Avec cette idée que la santé, ça ne se déploie pas dans la conformité aux règles. Que la santé, ça se déploie dans la créativité, dans l'inventivité, dans les initiatives, dans la capacité à créer des nouvelles normes, à se créer des nouvelles normes. C'est ce qu'on appelle en ergonomie la renormalisation. Puis, c'est là qu'on trouve ce qui relève des savoirs d'expérience des personnes. L'ergonomie de l'activité, c'est aussi
ça nous permet aussi de pouvoir identifier les stratégies que ces travailleurs expérimentés que vous êtes, enseignants en FP, que vous avez développées pour répondre aux exigences de productivité des situations de travail, mais aussi tout en préservant votre santé. C'est-à-dire que par l'expérience, vous les avez vécus, les risques, ce que le travail fait sur votre corps, vous l'avez ressenti par vous-même, etc. Puis, vous avez développé par l'expérience, en fait, des stratégies, des astuces. Vous avez inventé, c'est ça, la créativité, des choses qui vous permettent, en fait, de vous maintenir en santé au fur et à mesure de votre carrière professionnelle. Et c'est précisément ça qui m'intéresse, que ce soit transmis aux élèves, parce que là, on est sur des aspects qui touchent à la prévention des maladies professionnelles. C'est-à-dire qu'on ne pense pas simplement au court terme, éviter l'accident, mais on pense à la maladie que le jeune va développer du fait d'une exposition qui commence dès ses premiers stages et pour lequel il n'est pas informé parce que précisément, tout ce que vous avez acquis comme expérience pour vous préserver, ce n'est pas transmis. Donc, c'est précisément ça qui m'intéresse. Ensuite, donc l'analyse ergonomique, justement, elle nous permet de repérer ce savoir-faire de prudence qui sont acquis par les travailleurs au fil de leur expérience. La didactique professionnelle, elle va s'intéresser plutôt au processus d'apprentissage dans les situations de travail. Donc, comment est-ce qu'on transmet des savoirs professionnels en contexte de formation. Et tout ça nous permet du coup de concevoir des dispositifs pédagogiques qui sont intéressants et qui peuvent permettre d'intégrer ces savoir-faire de prudence. Alors en termes de démarche méthodologique, c'est 3 étapes que je vais déployer dans les prochains mois et pour lesquelles vous êtes invités si on a le souhait de participer. Alors déjà, déployer une analyse ergonomique, comme je viens de vous parler, c'est-à-dire chez des travailleurs expérimentés qui sont enseignants, pour identifier leur savoir-faire de prudence par rapport à des situations à risque, comprendre les compétences qui sont impliquées dans la gestion des risques, puis quels sont les déterminants qui permettent de développer ces savoir-faire. Ensuite, passer à une analyse plutôt didactique, mais là, plutôt pour explorer les modalités de transmission de ces savoir-faire de prudence. Comment est-ce que ces savoir-faire, on peut les intégrer dans des programmes de formation? Comment les pratiques d'enseignement actuelles, elles peuvent faire une place à ces savoir-faire de prudence? Et puis, c'est quoi les obstacles qu'on rencontre si on veut les intégrer? Puis la 3e étape, c'est co-concevoir avec les enseignants, justement, des situations de formation qui favoriseraient, justement, cette intégration des savoir-faire de prudence dans l'enseignement. Alors tout ça prend appui sur un cours dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, que je donne à l'UQAM. C'est le cours FPT 3007, Santé, sécurité au travail, du métier à l'enseignement du métier. Puis là, je vous ai mis très succinctement les 3 modules par lesquels traversent les enseignants qui le suivent. Donc, qu'est-ce que la santé, sécurité au travail, comment elle est encadrée au Québec, tous les aspects législatifs, historiques, etc. Comment analyser les problématiques de santé, sécurité au travail. Et puis là, c'est plutôt leur donner des outils conceptuels issus de l'ergonomie qui leur permet de développer des compétences d'analyse des situations de travail et plus spécifiquement de leur situation de travail dans le métier exercé qu'ils vont enseigner. Puis, comment est-ce qu'on peut enseigner ces risques que j'ai identifiés. Je vais vous donner rapidement un exemple. Alors, on ne va pas lire tout ça, mais Maxime, un de mes étudiants, plombier électricien en chauffage, un plombier, un professionnel expérimenté, m'avait fait part, en fait, du fait qu'il avait été confronté à devoir exercer son droit de refus auprès de son employeur et qu'il souhaitait, en fait, pouvoir construire une situation de formation qui s'appuyait sur son expérience, justement, de l'exercice de ce droit de refus, parce qu'il avait trouvé ça extrêmement difficile,
compte tenu de la pression qu'il avait eue de son employeur pour quand même faire le travail, et notamment l'observation qu'il avait faite que lui avait refusé, mais que des collègues à lui avaient accepté, alors même que lui avait refusé. Donc, ça crée aussi des tensions dans le collectif de travail. Donc, il avait eu cette idée de pouvoir justement construire une situation de formation qui lui permette de transmettre ses savoir-faire de prudence en termes de faire valoir mon droit de refus face à un employeur qui me met la pression pour faire le travail. Puis vous imaginez bien que quand on sort, quand on est stagiaire ou même quand on sort, qu'on est un jeune travailleur diplômé, faire valoir un droit de refus, ce n'est pas facile. Et donc il a proposé une simulation où il mettait les étudiants en situation dangereuse, donc sur une tâche qui est une compétence à acquérir du programme, volontairement. Il les mettait en danger. Bon, il y avait des petits subterfuges pour ne pas réellement les mettre en danger, mais sur les voltages, et que je ne rentre pas dans le détail. Puis ensuite, lui endossait le rôle d'un employeur qui mettait la pression auprès de ses élèves. Puis l'idée, c'était, les élèves, ils avaient à construire un argumentaire pour faire valoir, déjà, est-ce qu'ils identifiaient la situation à risque? Est-ce qu'ils identifiaient cette situation dangereuse? Donc, ils étaient en petits groupes, etc. Ils devaient voir dans quelle mesure c'était dangereux ou pas, est-ce qu'on peut le faire ou pas. Puis, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on dit à l'employeur? Comment on argumente le fait qu'on ne veut pas le faire? Comment on argumente pour faire valoir nos droits? Donc ça, j'avais trouvé vraiment excellent. Et voilà, c'est dans cette perspective-là que j'aimerais travailler avec les enseignants. C'est un petit exemple, mais je pourrais vous en donner d'autres. Alors, en guise de conclusion, c'est ça. Je voudrais insister sur l'apport majeur de l'approche que je vous ai présentée. C'est former les élèves de la formation professionnelle à devenir de véritables acteurs de la santé, sécurité au travail, de la prévention, en leur transmettant ces savoirs précieux qui sont vos savoir-faire de prudence que vous avez développés, vous, dans le cadre de votre carrière professionnelle. En fait, on a trop longtemps eu une vision purement normative en fait, de l'enseignement de la santé, sécurité au travail, qui était axée uniquement sur l'application aveugle des règles de sécurité. Ce qu'on voit, c'est que cette conception, elle est en fait insuffisante. Donc, ouvrons-nous en fait à d'autres approches pédagogiques plutôt basées sur la transmission des savoir-faire de prudence à partir de la capacité des étudiants, des élèves à justement savoir analyser les situations à risque, etc., pour construire en fait ce qui relève d'une culture de la prudence. On parlait dans notre groupe l'importance de la culture, etc. Pour parvenir à ces objectifs, c'est sûr qu'il y a des évolutions qui sont nécessaires à faire, notamment dans les programmes, à la fois de formation initiale, puis de formation continue en santé, sécurité au travail. Je crois que c'est vraiment un champ en friche, pour intégrer ces aspects, on va dire, novateurs qui valorisent en fait les savoir-faire expérientiels des enseignants. Alors, ensemble, on peut y arriver. C'est pour ça que je vous invitais à collaborer avec moi dans le cadre de cette recherche, parce que votre expertise, votre expérience dans le domaine de la formation professionnelle, c'est vraiment essentiel pour développer ces réflexions-là. Moi, je n'ai pas l'expertise de vos métiers, donc c'est sûr que l'idée, c'est d'aller chercher dans chacun des divers métiers de la formation professionnelle des exemples de ces savoir-faire de prudence et la façon dont on pourrait les réintégrer pour développer des approches, on va dire, plus innovantes d'enseignement en santé, sécurité au travail. Merci. Je vais bien poser une question ou poursuivre l'échange dans ce cas-là. Mais sinon, merci Vanessa, c'est apprécié. Puis je pense qu'un beau projet de recherche qui s'amorce cette semaine. C'est sûr qu'habituellement, on présente des résultats, mais là, l'occasion était trop belle pour vous proposer de participer à la recherche. Donc, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même des enjeux, des défis significatifs. Vous, comme moi, enseignant en formation professionnelle, quand on parlait de ne pas former les exécutants, alors qu'on sait que souvent, la formation professionnelle, c'est étape 1, étape 2, étape 3, et
c'est souvent de cette façon-là que c'est abordé. Donc, c'est sûr que, bon, ça semble confronter un petit peu, mais si la recherche démontre que cette technique-là est plus ou moins efficace, bien, peut-être c'est correct de s'ouvrir à quelque chose d'autre, justement, peut-être d'autres approches. Et ce que je retiens beaucoup, et ce que j'entends, ou ce que je fais avec les élèves, c'est, bon, oui, il y a une situation problématique, une intervention à faire, mais par la suite, d'avoir un moment privilégié avec l'élève, d'échanger avec lui pour dire, hey, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, chercher à comprendre, et de faire en sorte que l'élève, lui-même, puisse faire une petite analyse de la situation qu'il a vécue, qui est propre à son métier, en fonction, bon, soit de l'approche thème que la CNSST va approcher, là, à l'individu, la tâche, l'environnement, le milieu de travail, pour de questionner, de faire des échanges avec les élèves à ce moment-là. Je pense que ça prend tout son sens, mais je sais pertinemment que je me projette dans mon enseignement que c'est tout un défi par contre. Oui, je dirais aussi que même pour les enseignants qui sont des professionnels aguerris dans leur métier, en fait, dans des travaux que je leur demande dans le cours, par exemple, je leur demande de prendre l'exemple d'une lésion professionnelle qu'ils ont vécue eux-mêmes, puis de l'analyser au prisme d'outils conceptuels que j'ai présentés qui sont puisés dans l'ergonomie. Donc je leur demande de pouvoir analyser quels sont les facteurs de risque, quels sont les déterminants de leur activité qui expliquent la lésion professionnelle. Donc à la fois les causes, les conséquences sur la santé, puis les moyens de prévention, en allant cibler, Myriam l'a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau de base METES-EPI, puis le niveau le plus efficace des moyens de prévention à la source. C'est dur pour eux de formuler des moyens de prévention à la source par rapport à des situations de lésions professionnelles qu'ils ont vécues. Donc, on a des personnes qui relatent des burn-out qu'ils ont fait dans le cadre de leur travail, des techniciens en éducation spécialisée. On parlait de la question de la santé mentale dans le nouveau programme de techniques d'éducation spécialisée. Bon, bah, c'est sûr, là, il y en a beaucoup qui prennent l'exemple d'un burn-out, d'un conflit d'équipe, etc. Donc, leur donner les outils d'analyser ces situations-là à partir d'un cadre qui permet de distinguer ce qui relève des causes dans l'environnement de travail, dans l'organisation du travail, dans le fonctionnement du collectif de travail, puis de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que l'employeur il pourrait faire pour prévenir ça, pour faire en sorte que ça n'advienne plus. Ça les place dans une autre position, c'est-à-dire ils n'ont pas à exécuter une règle de sécurité, ils n'ont pas à appliquer une règle de sécurité, ils ont à penser à des... Puis moi, ce que je leur demande, c'est de faire ça avec leurs élèves, précisément. Je vous apprends à le faire pour vous, donc essayez de le faire aussi avec vos élèves, de leur apprendre à penser sur des situations à risque que vous vivez, en fait. Vous l'avez vécu, ces situations-là, vous les avez vécues, par exemple. Ce qui est intéressant dans l'ensemble des programmes de formation professionnelle, l'élément de compétence 1, c'est planifier le travail pour être capable de faire des liens vraiment à ce moment-là entre l'enseigné, la tâche à effectuer et la SSC. C'est autre. Autre commentaire ou questionnement pour Mme Rémy? Moi, je comprends que vous êtes la Robin de Buchan, c'est ça? C'est ça. Mais moi, je suis là je suis arrivée il y a 2 ans au Québec, vous voyez, je suis... Ouais. C'est quand même un peu drôle, ça. Non, mais on parle de santé et sécurité à l'Université de Sherbrooke, c'est ton nom qui porte. Là, ce que je comprends, c'est que le cours, le pendant du cours BEP 315, c'est son cours que je crois qu'il faut le dire, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, Céline, mais bon, Céline Chatigny, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Céline est partie à la retraite, c'est la professeure que je remplace dans son poste à l'UQAM. Puis elle est partie il y a 2 ans à la retraite, au moment où moi j'ai eu le poste, puisque c'était un poste qui visait à la remplacer, enfin du moins à assurer la continuité de son travail, excusez-moi. Mais Céline, elle a œuvré pendant toute sa carrière
à développer l'enseignement de la santé sécurité au travail en formation professionnelle. On le voit à travers on voit souvent les recherches avec ses son travaux, nom. etc. Je veux dire, c'est une pionnière dans ce champ-là. Puis, en fait, elle a milité pour que dans le baccalauréat en enseignement professionnel de l'UQAM, on ait un enseignement obligatoire en santé sécurité au travail, ce qui, jusqu'à l'automne dernier, ça n'existait qu'à l'UQAM. Et à Sherbrooke, c'était optionnel. C'est passé obligatoire cette année. Puis dans les autres universités, ça n'existe pas. Mais il reste que, si je me permets de mettre ça, on parlait de comité tantôt, là, depuis plusieurs années, Johanna, je me souviendra, les 5 universités, on a travaillé ensemble pour rédiger un concours maître pour que la formation soit réalisée à l'UQAM ou l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, ou peu importe l'université, travaillent ensemble. Les gens se sont peut-être dans le regroupement. C'est sûr, pour élargir. Oui, c'est vraiment que ce soit l'UQAM ou autre, c'est qu'on veut outiller les enseignants à intégrer les savoirs de prévention dans leur enseignement. C'est un plan de co-maître. Oui, c'est un plan de co-maître qui a été fait par les 5 universités. Tout le monde est d'accord, tout le monde y croit. Et les enjeux peut-être plus du côté universitaire, que c'est difficile d'intégrer, mais vous vivez la même chose dans l'IFP, de changer de compétence au niveau de l'université, d'intégrer une nouvelle activité pédagogique. C'est pas simple. Mais quand je vous dis il y a de belles avancées, c'est vrai, ça continue. Et puis, en tout cas, on travaille fort à ce que ça soit dispensé, pas seulement à l'UQAM puis à Sherbrooke, ça c'est sûr, parce qu'il y a un enjeu, vous voyez, ça fait quand même des cohortes d'enseignants qui sont formés sans avoir abordé les questions d'enseignement de la santé sécurité au travail. Donc, quand on disait que dans un programme de formation, il y avait juste une ligne sur respect des règles de sécurité, ces enseignants-là, qui n'ont pas été formés dans leur programme, en fait, n'ont pas été sensibilisés à la santé sécurité au travail, ils ne font pas grand-chose de ça, en fait. Donc c'est sûr que les enseignants qu'on forme, moi j'ai 2 fois 60 étudiants par an à peu près sur ce cours-là. Je ne sais pas combien t'en as toi, mais voilà. C'est sûr que ceux-là, eux, ils sont sensibilisés à ça, puis on leur dit, vous avez un rôle à jouer dans vos milieux de travail, dans vos établissements, parce que vos collègues, ils ne sont pas forcément sensibilisés comme vous avez eu la chance de l'être. Donc, faites-vous aussi les porte-paroles de ce qu'on vous a enseigné en santé sécurité au travail dans les équipes. Voilà. Puis, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que vous voulez que l'élève en formation professionnelle apprenne à identifier les risques, puis que lui-même il mette en place des systèmes pour se protéger. Ou vous parlez de l'enseignant qui va être en classe quand il fait... En fait, déjà, il faut que l'enseignant il sache le faire s'il veut l'enseigner. Donc c'est sûr que ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que je lui apprends à identifier les risques dans des situations de travail, puis l'outiller conceptuellement avec une terminologie, de pouvoir mettre des mots sur cette identification, etc., des concepts, qu'il soit en mesure de pouvoir l'utiliser de façon adéquate avec ses élèves. C'est-à-dire qu'ils sachent dire c'est quoi un risque physique, c'est quoi un risque psychologique, c'est quoi... vous voyez, c'est quoi un déterminant, puis comment on agit sur comment est-ce qu'on peut remédier à des lésions professionnelles, on formule des faits. C'est-à-dire que si on ne les forme pas à faire ça, les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail. Éventuellement, au mieux, il y a un comité santé-sécurité au travail dans l'entreprise qui les recrute. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Je ne suis pas sûre, mais s'il a été sensibilisé, s'il a été formé dès sa formation, c'est-à-dire il est minimalement outillé pour dire « mais moi, je peux apporter ma contribution pour identifier les situations à risque ». Et d'ailleurs, si vous regardez vos droits et vos devoirs en matière de travailleurs sur le site de la CNSST, c'est que vous êtes dans l'obligation de signaler des situations à risque et de formuler des moyens de prévention auprès de votre employeur. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir former vos élèves à le faire, parce que sinon, ils apprennent sur le tas, probablement comme vous l'avez appris, parce que ça n'a pas été fait, vous, dans votre formation initiale. Mais entre nous, pour moi, comme enseignant à un élève en FP,
c'est plus facile pour moi dans la classification de Bloom d'aller travailler sur le savoir reconnaître, identifier, mais là, vous parlez d'analyser puis de mettre en place des systèmes. Vous le faites quand dans le programme, au début? Ben, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on construise, c'est-à-dire à quelles conditions on peut faire de la place pour ces compétences-là. Puis après, dans quelle mesure on peut interpréter des aspects du programme qui sont très limitants en termes d'enseignement de la santé, sécurité au travail. Comment on peut aller au-delà de ce qui est prescrit dans les programmes. Quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose? Puis là, vous êtes un certain nombre avec des gestionnaires ici, c'est-à-dire quelle marge de manœuvre vous laissez à vos équipes pédagogiques pour aller plus loin que ce qui est prescrit dans le programme par rapport à la culture que vous avez d'enseignement de la santé, sécurité au travail dans l'établissement. Donc c'est sûr que si le gestionnaire crée des groupes de travail avec ses enseignants pour bonifier les compétences métiers du point de vue de la santé, sécurité au travail, qu'on collabore à créer des supports, des exercices collectifs où on entraîne. Il y a des choses très intéressantes qui sont montrées sur le site de la CNSST, par exemple, comment ça s'appelle, les escouades. Les escouades dans les escouades de prévention dans les centres de formation, c'est-à-dire les jeunes, ils deviennent des inspecteurs du travail, puis ils vont dans les ateliers faire un relevé des risques, etc. Mais là, on leur apprend à identifier des situations à risque. On ne leur dit pas juste, porte tes équipements de protection individuelle. Vous voyez, parce que là, c'est... Ouais. On l'apprend à identifier, puis ça veut dire que si, pendant toute sa scolarité, s'il a été entraîné à repérer des situations à risque ça devient naturel. Et à formuler des moyens de prévention, quand il arrive dans son milieu de travail, il dit « Ah, et là, ça c'est une situation dangereuse, moi je ne le fais pas, il faut mettre en place ça ». C'est-à-dire qu'il a appris à être acteur de la prévention. Merci. Peut-être une dernière question. Je serais curieux de voir sont où les pistes de solutions lorsque on l'expérimente avec nos élèves, de faire l'analyse de tout ça, parce qu'on l'a déjà expérimenté, de faire juste des tournées dans le cadre de l'école, trouver des risques. Et souvent, les enseignants sont même pris à leur propre jeu, de l'avoir fait eux-mêmes, et qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises par la direction. Donc, on tombe dans un piège. C'est-à-dire, on les soulève, à juste titre pour nous autres, pour éviter que nos élèves se blessent, on le soulève, mais il n'y a pas d'action qui est prise. Ouais, là, on montre à nos élèves à le faire. Je ne dis pas que c'est pas correct. Non, mais qu'est-ce que je peux dire? Signaler à la CNSST? Oui, mais après ça, on se demande pourquoi ça ne va pas assez vite. Ben, en tout cas, ce que ça montre, c'est que la santé, sécurité au travail, c'est collectif. Oui. En tout cas, c'est pas individuel, c'est pas toi et tes équipements de protection individuelle, c'est-à-dire c'est collectif. Oui. Donc on voit que ça s'inscrit dans les cultures, puis c'est sûr que les établissements de formation professionnelle, c'est très hétérogène. Mais si je peux juste rajouter, c'est quand tu le fais et que là tu vois pas de résultat, l'abandon est vite arrivé. On le fait, mais ça donne l'image d'un centre qui n'est pas tourné vers la santé, sécurité au travail. Et puis je ne sais pas si c'est porteur pour l'établissement. Sinon, on pourrait aller un petit peu plus loin, puis après ça, je donne la parole à Mme Liberté. Mais sinon, on se souvient, en pédagogie, on parle du triangle pédagogique. Hein? On parle, il y a l'enseignant, il y a l'élève, il y a le savoir, tout ça dans le milieu, l'environnement éducationnel. Donc, c'est vrai que c'est pas juste à l'enseignant de porter ça, c'est pas juste au gestionnaire, c'est collectif. C'est collectif, cet enjeu-là. Donc, on fait tous partie de la courte pointe là, pour arriver à des résultats. Que ce soit des partenaires à l'extérieur au Québec, on s'y mentionne SST, oui, c'est vrai, il y en a d'autres partenaires pour l'immobiliser. Donc, pour clore sur le sujet, Mme la Liberté. Mais c'était juste pour faire un complément, parce que je suis de l'autre côté, je suis la gestionnaire, mais tu sais, je voulais juste que c'est bien identifié, mais apporter des solutions aussi. Puis je dis pas que c'est pas le cas qui est arrivé, là, mais tu sais, moi je suis pas experte des métiers qui sont faits, donc c'est beau de nommer les risques, mais il faut aussi avoir des propositions de solutions réalistes.
Mais effectivement, il reste que des experts de contenu ou de l'atelier, c'est le personnel enseignant de ce métier-là. Donc, doit faire partie de la solution, des choses qui peuvent se faire. En tout cas, même si ça aboutit pas pour le centre, ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant du point de vue des apprentissages pour les élèves. Parce que ça veut dire qu'eux, ils ont appris à le faire dans leur centre de formation professionnelle. Donc, quand ils arrivent en milieu de travail, ils savent le faire. Puis peut-être qu'ils seront dans un environnement de travail qui sera plus sensible à la question de la santé et sécurité au travail, où ils pourront faire évoluer la culture de la prévention dans cette entreprise. Ou peut-être qu'ils seront dans une entreprise qui ne fait rien en matière de santé et sécurité au travail, puis ils mettront, ils auront des choix à faire. Ben, c'est ça, ils auront des choix à faire, et ils s'engageront dans le développement de la santé et sécurité au travail dans ce milieu-là. Merci Vanessa, merci à vous tous.